Bonjour Philippe Bechter. Bonjour Isabelle. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Et à ce titre, comme économiste, vous brassez les chiffres, les données, les courbes et vous nous livrez très régulièrement votre expertise pour éclairer le grand public, mais pour éclairer aussi des experts qui ont des décisions lourdes à prendre. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé que vous évoquiez avec moi la politique industrielle de la France dans un contexte qui est de sortie de crise majeure. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de sortie. On est en train de sortir d'une crise et voir les impacts que peuvent avoir un scénario qui serait un scénario un peu compliqué où on n'aurait plus la possibilité d'avoir ces flux de marchandises, ces flux humains parce que les conditions sanitaires ne nous permettraient plus de les libérer. Alors, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu quelles seraient des hypothèses fortes qui nous conduiraient à ne plus réfléchir à ce qu'on a appelé pendant longtemps le fabless en France, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'unité de production sur le territoire français. Alors, c'est une question très, très vaste. Très vaste, on est bien d'accord. Premier point, on est toujours, pour l'instant, dans une économie très globalisée. Ce qu'on observe par le passé, c'est que toute sortie de la globalisation est généralement associée à une période de tension internationale très forte. C'est-à-dire que la période de la première globalisation à la fin du 19e siècle s'arrête avec le début de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est toujours des ruptures très brutales et très, très fortes. Et dans le passé, d'autres globalisations, moins globales, parce qu'il y avait moins de pays, mais se sont terminées par des périodes de tensions belliqueuses très, très fortes. Donc, mais quand on a une guerre, on a la reconstruction derrière. Oui, oui. Là, on n'est pas dans un scénario de reconstruction. On n'est pas du tout dans la même configuration, mais on est toujours dans ce scénario de globalisation avec l'obligation pour chaque entité, États-Unis, Europe, Chine, d'avoir probablement un peu plus d'autonomie de croissance. Et c'est ça la vraie difficulté. Et pour les Européens, c'est un vrai souci parce que historiquement, on attendait que les États-Unis aillent mieux pour aller bien. On attendait en 2010 que la Chine reparte pour redémarrer. Là, on ne peut pas attendre que les États-Unis aillent mieux. La situation se dégrade à nouveau très vite sur le plan sanitaire. La Chine va connaître une croissance entre 1 et 2% en 2020, ce qui est très réduit. Et donc, il va falloir qu'on trouve notre propre autonomie de croissance. Et c'est ça le challenge auquel on est confronté. Et c'est en cela qu'il y a deux dimensions qui me paraissent intéressantes, qui ne sont pas directement industrielles, mais le plan qui a été présenté par Ursula von der Leyen, qui est de dire créons les conditions pour faire notre propre croissance. Et pour cela, on est prêt à s'endetter. La Commission européenne, l'Europe est prête à s'endetter, ce qui est une vraie rupture, mais ça nous permettra d'avoir plus d'autonomie de croissance. Et puis l'autre dimension, c'est qu'on est en train de gommer un petit peu, ou de mettre en place plutôt le droit d'ingérence économique. C'est-à-dire que la construction européenne, telle qu'elle était faite jusqu'à présent, nous permettait de créer les conditions de développement, mais pas d'intervenir directement. Là, sur les 750 milliards du plan, il y aura 500 milliards de subventions qui seront associées à des industries, à des régions qui sont fragiles. Et donc, il y aura une sorte d'ingérence, et je pense à un pays comme l'Italie, ça va être probablement très favorable. Mais c'est une vraie rupture politique qui est en train de se mettre en place, et c'est quelque chose d'assez fascinant. Alors, dans ce contexte de relocalisation, si on zoome sur la France, quel type d'industrie faudrait-il faire revenir et pourquoi ? Alors, cette question de l'industrie a beaucoup bougé dans le temps. Oui. On parlait beaucoup de l'acier à une époque. Maintenant, on parle beaucoup de produits pharmaceutiques. Oui. La question posée est de savoir quelles sont les problématiques posées. En d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas en train de résoudre la crise qui vient de s'écouler sans préparer la crise qui forcément viendra plus tard? Et c'est ça le point auquel on est confronté, parce que relocaliser, ça a un coût très élevé. Et donc, est-ce qu'on peut relocaliser au risque de répondre à la crise d'avant
plutôt que de se donner les moyens de réallouer des ressources vers ce qui pourrait être l'économie de demain. Et c'est ça l'arbitrage de la politique économique, faire de telle sorte qu'on prépare l'économie de demain en termes d'investissement, en termes de recherche, en termes de formation, pour qu'on soit prêt. Et c'est ça le grand enjeu, parce que tous les dysfonctionnements qu'on a vus pendant la crise sanitaire ne s'observent pas en situation normale. Là, on a eu une période très particulière, et il ne faudrait pas que cette période très particulière soit perçue comme la norme. Et c'est ça la grande difficulté. Et que le balancier reparte sur autre chose. Exactement. Parce que si les flux qui viennent de Chine sont coupés, les flux qui viendraient de France seraient coupés aussi. Et le marché ne peut pas être que français, sauf sur des micro-niches, j'imagine. Exactement. C'est-à-dire qu'on reste dans une économie globalisée, et le risque de sortir de cette économie globalisée, c'est qu'on retrouve des frontières beaucoup plus marquées. Et ça n'est pas souhaitable. Ça voudrait dire qu'on est obligé de fabriquer notre propre production pour répondre à notre demande. Et on sait que, depuis Ricardo, que ce n'est pas la façon de faire la plus efficace, parce qu'on n'a pas le savoir-faire d'un tas de choses. On a du savoir-faire sur le luxe, sur tout un tas de produits, mais on n'a pas le savoir-faire sur tous les produits, notamment sur certains produits industriels qui sont beaucoup mieux fabriqués en Asie qu'ils ne pourraient l'être en France. Alors, je suis chef d'entreprise, je conduis cette réflexion. Je me dis quand même que ça serait bien d'avoir un centre de production en France pour échapper à cette vulnérabilité qu'on a pu connaître sur cette... Quelles seraient les incitations qu'il faudrait... qu'est-ce qui m'inciterait à... Il faut m'aider à investir, il faut m'aider à trouver les personnes compétentes. Je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a qu'est-ce que j'anticipe pour l'économie européenne et française dans les 10 années qui viennent. Ça, c'est une première question, parce qu'un des arbitrages qui est fait par les chefs d'entreprise est de se dire, aujourd'hui, dans d'autres régions du monde, la croissance est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est en France. Donc, il faut que moi, j'ai le sentiment que ça ira mieux demain. D'où la nécessité de fabriquer l'économie de demain dès maintenant et de créer les conditions. Après, on peut faire des incitations à l'investissement pour que, effectivement, je localise ma production en France ou en Europe. Mais c'est cette logique-là qui prévaut. Il faut qu'on ait envie de produire et d'investir en France. Après, on crée les conditions pour que l'investissement se fasse effectivement. Donc, ce que je retiens, c'est que la crise de demain, s'il y en a une, ne sera pas la crise d'hier, et que c'est très difficile de recréer les conditions d'une véritable économie sereine, en tout cas, telle on l'espérait l'avoir depuis quelques années. Mais... Oui, mais créons les conditions pour qu'on ait la possibilité d'aller dans ce sens-là. Et c'est ça le rôle de la politique économique. D'accord. Merci Philippe.